Pierrick Bibard, installez-vous. Donc, vous avez créé Alerto, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui développe des solutions d'alerte et de prévention des inondations et épisodes de sécheresse. Donc, vous aussi, c'est un sujet que vous connaissez bien car vous avez été directeur d'un syndicat de rivières. On l'a vu ces dernières années, la France est particulièrement vulnérable au phénomène extrême d'inondation. Quels sont les enjeux liés à ces catastrophes et les outils dont disposent aujourd'hui les collectivités pour y faire face ? Alors, bonjour à tous. Vous pouvez retirer le masque. On m'entendra mieux. Tout d'abord, le risque inondation, comme cela a été dit, il a fortement augmenté. En réalité, il a été multiplié par 4 au cours des 40 dernières années, au niveau mondial. C'est-à-dire que les grandes catastrophes naturelles et inondations, x4 en 40 ans. Ce n'est pas seulement le changement climatique, ça a joué bien sûr, mais c'est aussi beaucoup nos constructions un peu irraisonnées, irréfléchies dans des secteurs qui étaient à risque. En France, le constat est le même, et cette augmentation va continuer. Et là, le changement climatique va encore multiplier par peut-être 2 ou 3 dans les décennies à venir. Donc des enjeux, il y en a, et tout d'abord, le premier, il est humain. Les dernières catastrophes nous l'ont cruellement rappelé. Il y a eu beaucoup de victimes, pas seulement en France. Alors, il faut remonter aux années précédentes pour avoir dans la Roya, dans la Vésubie, en Allemagne, etc., en Chine. Donc, le changement climatique, oui, entraîne des phénomènes extrêmes. Enjeu humain en premier, le numéro 1. Le deuxième, il est économique. Quand on ne part pas avec la crue, il y a des dégâts énormes qui sont engendrés. Il y a des bâtiments, il y a des activités qui disparaissent. Donc enjeu économique. Et le troisième, je dirais qu'il est social. Parce qu'on se rend compte que la plupart des zones qui sont à risque, eh bien finalement, les habitats qui sont concentrés dans ces zones à risque sont malheureusement souvent plutôt des habitats pauvres ou des personnes qui sont à faible revenu qui sont dans ces zones qui ont été créées plus récemment et où parfois on a pris moins de précautions pour les créer. Alors, quels outils ont les collectivités pour faire face à ces risques ? On n'a pas attendu ces dernières années, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les différentes structures qui interviennent dans l'eau et dans la sécurité. On fait beaucoup sur les 3 volets, sur la protection. Alors, il y a des digues, il y a des protections plutôt sur les grands cours, les grands fleuves, sur aussi l'alerte et la réduction du risque. L'alerte, on connaît tous Vigicru. On connaît tous les alertes Météo France et il y en a d'autres. Ça fonctionne très bien. Il y a une limite cependant sur cette alerte, c'est qu'on a bien maillé le territoire et les axes majeurs, mais on a un déficit d'alerte sur les plus petits cours d'eau, sur les plus petits bassins versants, et ça arrive aussi. Et ça représente quel pourcentage du territoire en fait ? C'est qui n'est pas couvert aujourd'hui ? Alors, c'est des dizaines de milliers de cours d'eau qui n'ont pas de système d'alerte, mais c'est des petits cours d'eau, c'est des enjeux diffus. En termes de nombre de population qui est soumise au risque d'inondation, on dit qu'il y a un quart de la population française soumise au risque, à peu près. Et le plus gros du risque est à la fois sur le littoral et aussi sur les grands fleuves. C'est évident, c'est là que ça concentre le plus de monde. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs d'adresser ce risque, moindre mais important, sur des petits bassins versants, sur des petits cours d'eau où on va avoir un village, une petite ville, et où là, on n'a pas de système d'alerte. Donc c'est de ce manque finalement de système d'alerte, de réponse, d'outils concrets que du coup Alerto est né. Voilà. Bruno Monti, vous êtes maire en Dordogne, vous êtes président de la communauté de communes Bastide Dordogne-Périgord, en charge notamment de la protection et de la mise en valeur de l'environnement. Vous souriez, je me suis trompée ? Non, c'est ça ? Je suis qu'un modeste vice-président, second peut-être, mais vous êtes président, c'est voilà. Votre titre officiel, donc je le dis. Voilà. La communauté de communes a voté cet été donc l'adhésion au système d'Alerto. Est-ce que vous pourriez nous partager la vision qui est portée par votre territoire sur cette thématique, sur ces enjeux-là ? Alors, tout d'abord, donc, la communauté de communes Bastide Dordogne-Périgord, ou communauté de communes des Bastides, est située donc en Dordogne, à l'est du Bergeracois. C'est hors agglomération bergeracoise, c'est sa particularité, tout en étant sur la Dordogne, donc dans l'axe Bergerac-Sarlat. C'est un lieu, il y a 20 000 habitants en arrondi. Il n'y a pas de ville qui dépasse plus de 3 000 habitants en agglomération. C'est les villes de la Lens, le Buisson de Cadouin, Beaumont et Montpazier, qui est surtout connu par ses monuments et sa qualité architecturale que par ses 600 habitants. Donc finalement, quand on voit l'échelle impact habitant, on va dire, il est diffus, c'est vrai.
L'axe nord-sud, c'est 50-60 km jusqu'à Biron. Biron, c'est les portes du Lot-et-Garonne. Et dans l'axe Bergerac-Sarlat, il y a à peu près une cinquantaine de kilomètres. Donc, les grands fleuves, ou du moins la rivière principale, qui est la Dordogne, bien sûr, elle est connue. On connaît ces... Je ne dis pas qu'on maîtrise tout, mais on connaît bien les fluctuations, aussi bien en trop d'eau qu'en manque d'eau. Il y a également 2 barrages sur le territoire de la communauté de communes et qui sont sur la Dordogne. Donc, il y a toute la thématique de protection et tout ce qui peut être en enjeu, notamment de débordement, voire même de rupture de barrage, puisque les modélisations vont jusque-là, sont bien connues. Après, ce que on a l'impact de tout l'ensemble des affluents de la Dordogne sur ce secteur, qui sont finalement affluents et sous-affluents, qui peuvent avoir un impact direct, justement, et pour lequel on n'a pas de moyens. Alors, c'est vrai que pourquoi, avec un impact sur une population qui n'est pas très importante, quelque part, pourquoi s'engager dans cette démarche? La communauté de communes n'a pas de service propre. Quand, suite à la redistribution des cartes par la loi NOTRe, la communauté de communes a pris la compétence GEMAPI, elle l'a déléguée à des structures existantes, soit d'une façon agglomérée avec la ville, justement, de l'agglomération de Bergerac, un service propre, mais également, puisqu'il y a une dispersion aussi on va dire, l'étendue de la communauté de communes fait qu'on est sur plusieurs bassins dans l'hydrographie, on est très dispersé. On rejoint le Drô, on rejoint le Lot, plus au sud. Et donc, c'était délicat de faire un service unitaire qui soit sur un tel panel de territoire en termes de gestion de l'eau. Donc, on l'a fait en délégation par des structures syndicales ou autres, mais on a gardé la main, justement par rapport, on va dire, au choix de politique. Donc ce que j'entendais tout à l'heure, c'était dire d'être des leviers dans la démarche et partager avec tous les acteurs, et bien sûr, toutes les personnes à qui on a délégué cette compétence. Mais c'est un coût, et à un moment donné, la communauté de communes, elle s'engage financièrement. Voilà, c'est la garantie que ça puisse se faire avec tous les partenaires et tous les usagers. Voilà, en gros, aujourd'hui, quel est le schéma de la politique dans lequel on s'installe. Voilà. Merci beaucoup, Pierrick Bibard. Donc, on va parler plus concrètement en quoi consiste votre solution et quel coût ça représente pour une collectivité. Alors, concrètement, il faut bien comprendre que l'origine de la création d'Alerto, c'était ce constat de dire il faut apporter un système d'alerte là où il n'y en a pas. On a des bons systèmes, mais il y a des endroits où il n'y en a pas. C'est souvent des petits cours d'eau, des rivières, des petites rivières, des ruisseaux, et qui automatiquement, étant plus petits, plus concentrés, vont être plus rapides à réagir aussi. On l'a vu lors des derniers orages. Les crues, ça monte très très vite sur ces petits ruisseaux. Donc il fallait inventer un système qui puisse anticiper, qui n'attende pas qu'on mesure une crue dans la rivière, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien, mais qui puisse calculer à l'avance, grâce à des capteurs qui sont posés sur le terrain, grâce à une mesure de la pluviométrie, grâce surtout à un modèle prédictif qui a été conçu par l'IRSTEA. Donc il puisse prédire à l'avance, voilà, dans 5 heures, dans 10 heures, dans 15 heures pour les plus grands, on aura une crue de tel niveau. Et là, on peut alerter les populations. Et ça, c'est la partie technique. Il y a aussi une autre partie qu'on verra peut-être après, qui est l'accompagnement, former les riverains à comment se protéger. C'est une autre question et elle est aussi importante pour que les alertes soient efficaces. Et après, qu'est-ce que ça coûte ? L'idée aussi était de permettre à par exemple, une commune isolée de pouvoir investir dans un système comme ça. Il y a un investissement, puis ensuite il y a un abonnement forcément pour les données météo et les alertes. Et l'investissement, il est raisonnable. C'est en fonction, alors ça dépendra du territoire, des enjeux, etc. Mais ce sera entre 10 et 15 000 euros les 2 premières années sur toute la partie investissement pour un bassin protégé. Et ensuite, l'abonnement, il est plutôt 10 fois moins important par an. Peut-être juste pour compléter votre réponse, vous m'expliquiez qu'une fois que les capteurs sont installés, il y a toute une période d'apprentissage aussi du fonctionnement du cours d'eau, puisqu'il y a une intelligence artificielle dans votre solution. Oui, le modèle est machine learning. Et donc, il a besoin de données pour apprendre, pour comprendre comment fonctionne le cours d'eau. Une fois qu'il a compris, on dit qu'il est calibré. Et là, on peut passer en production et émettre des alertes. Et cette phase d'apprentissage, donc elle dure combien de temps ? Elle dure au moins un an et demi maximum.
voilà, pour avoir tout un cycle. Donc vous avez commencé à en parler. Effectivement, un tel dispositif doit forcément s'accompagner d'une campagne de prévention. Ce qui est assez effarant, c'est que tous les ans, donc on connaît des phénomènes des épisodes extrêmes, des inondations, que ce soit en France ou en Belgique. Et à chaque fois, que ce soit les habitants ou les élus, on a l'impression que tout le monde découvre le problème. Voilà. Est-ce qu'il y a un déficit de prévention en France, en fait, sur ces questions-là ? Il y a un travail qui est fait, qui existe. Moi, je travaille sur le sujet depuis 20 ans et je connais beaucoup de structures, et celle dans laquelle je travaillais en avait fait, qui font ce travail-là. Les agences de l'eau, le CEREMA, le CEPRI, j'en oublie sûrement. L'État aussi fait des campagnes de communication. Peut-être la limite, à chaque fois où on est entre guillemets surpris, hein, c'est exactement ce que disait Jean-Emmanuel tout à l'heure sur la sécheresse va devenir la norme. Et donc, il faut inverser notre vision des choses et pas se dire c'est un phénomène exceptionnel, mais c'est un phénomène qui va se reproduire et se multiplier. Donc il y a un changement un peu de paradigme à comprendre. Et pourquoi est-ce que, malgré tout ce travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a des sites, il y a plein de documentation qui expliquent comment bien réagir. Et pourtant, c'est vrai qu'à chaque fois, on va voir des personnes qui n'auront pas eu cette information, qui n'auront pas eu accès à ça, et qui vont se déplacer en voiture dans un cours d'eau, qui vont partir avec, qui vont mourir. Parce qu'elles n'ont pas été sensibilisées. Est-ce que c'est aux grands médias ? Est-ce que c'est peut-être plutôt à une démocratisation ? Les structures ont fait, comme je disais, ce travail. Maintenant, il faut le diffuser plus largement. Et merci au World Impact Summit de permettre cela aussi un petit peu. Alors, il y avait quelques images qui s'affichaient tout à l'heure, on va peut-être les remettre. Ce sont des exemples en fait, de protection qui sont assez simples à mettre en place, que ce soit pour les biens ou les personnes. Peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur ces solutions qui se sont développées récemment ou... Ouais, en fait, qui existent depuis des années. Vraiment, c'est tout simple. Il y en a qui avaient l'habitude de cela quand on est dans des zones soumises à marée ou soumises aux zones inondables des grands fleuves. On avait une culture de risque qu'on a perdue. Et on avait l'habitude de mettre ce qu'on appelle des bâtards d'eau, de protéger, de ne pas habiter le rez-de-chaussée des moulins. Voilà, on connaissait cela, on l'a un peu oublié. Et les techniques sont très simples en réalité. Le vrai enjeu, il est d'être prévenu à l'avance sur quelle va être la crue qui va nous tomber dessus. Parce qu'on peut protéger une maison contre une crue jusqu'à 50 cm, 1 mètre, on peut protéger une maison. Si on parle de crue comme ce qui s'est passé dans la Roya ou dans la Vésubie, l'enjeu n'est pas de dire il faut protéger la cave, ça ne sert plus à rien. L'enjeu est d'évacuer, donc de savoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver et d'émettre les alertes adaptées et de dire voilà, là, vous ne bougez pas, vous allez faire ce qu'on vous a appris à faire, vous allez bien réagir et vous allez vous protéger, vous mettre en sécurité et vous protéger, ça va aller. En revanche, si c'est dans notre niveau, il faut savoir dire non, là, on s'enfuit. Est-ce qu'il y a des exemples de territoires qui sont exemplaires ? Alors, pas forcément des exemples en France, mais est-ce qu'il y a quand même des territoires qui ont réussi à mettre en place une vraie prévention auprès de leur population ? Avec des consignes claires, dans tel cas, il faut faire ci, et dans tel cas, vous pouvez réagir de telle ou telle manière. Je pense que le Sud-Est est en avance par rapport à nous, par rapport au reste de la France, je veux dire, parce que ça leur arrive beaucoup plus souvent. Malgré tout, eux aussi ont pu être surpris par les événements qui étaient difficilement mesurables et qui peut-être sont des nouveaux événements, là peut-être cette fois à cause du changement climatique, qu'on ne modélisait pas, qu'on ne calculait pas avant. À chaque degré de plus, à chaque demi-degré de plus, l'air comporte plus d'humidité potentielle. Donc des crues que l'on appelait avant des crues centennales, voire des crues millénales, qu'on arrivait à calculer. Peut-être que demain, on aura des nouvelles crues qu'on ne calculait pas du tout parce que les conditions ne permettaient pas physiquement qu'elles arrivent. Alors, Monsieur Monti, j'ai une dernière question pour vous, puis après, on prendra les questions du public. Donc, une problématique avec la mise en place d'un système d'alerte comme celui-ci, ça va être bien évidemment de récupérer, de collecter les données, les coordonnées des habitants qui sont concernés. Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur votre territoire pour constituer cette base de données ? Comment vous allez vous y prendre ? Alors, tout d'abord, on a des données connues, elles sont simples, elles existent, elles sont dans chaque commune, qui sont adhérentes à la communauté de communes. C'est le registre de population, c'est tout ce qui est rôle cadastral en ce qui concerne les riverains, etc. C'est une première base de données. Il y aura, c'est évident
un contact à prendre, des réunions publiques. Il y a tout un volet animation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, il y a le niveau de protection est une chose, mais ce qu'il va falloir activer dès maintenant, et on a commencé à le faire, c'est d'anticiper, donc d'être, on va dire, à quelle échelle on fait de la prévention. Donc je crois que l'échelon intercommunal, enfin communautaire ou OPCI est pas mal, car autrefois, c'est pas vieux, il y a encore 3 ans de ça, hein, la prévention et inondation existait quelque part, ça rentrait dans le cadre de la police du maire. Donc en réalité, chaque commune, chaque élu, on va dire, se trouvait confronté à gérer ce problème. Donc il y en a qui le font déjà aujourd'hui, qui essayent de le faire bien, donc on pourra les utiliser comme des atouts, mais il y a des secteurs où ça n'existe pas, notamment, ou peu, dans les milieux ruraux. Il faut dire les choses comme elles sont. Ou alors on va s'établir, non pas sur ce qu'on peut voir quelquefois à la télévision ou dans les médias, ce qui peut être spectaculaire, des voitures retournées, des maisons ou des bâtiments inondés. On peut les avoir dans le monde agricole, avec des impacts directs, notamment sur les éleveurs, qui voient leur travail, les animaux qui sont dans l'eau, voire noyés, on l'a vu quelquefois. Alors, ça impacte, mais c'est comme ça. C'est ça, on va dire, un impact économique et environnemental et agronomique également, puisque le lessivage du sol, etc. Tout ça, on a des données là-dessus également. Ça peut s'inclure, vous voyez. Donc, à un moment donné, il y a tout un travail à faire en amont, dès maintenant. Un travail aussi d'animation, et là on compte, ça fait partie de la mission qu'Alerto porte dans sa démarche, avec, pour ce qui nous concerne, il faut tout dire, une connaissance de la part de Pierrick Bibard de notre territoire, puisqu'il y a travaillé pendant 10 ans en termes de directeur d'un syndicat de gestion, donc qui déjà à l'époque avait mis dans ses compétences la GEMAPI, dès son apparition en 2014. Mais donc c'est ça aussi, il faut aussi avoir un rapport de confiance, ça c'est important, de connaissance du terrain, de l'habitant, de l'habitat et des personnes qui vont mener les études et qui vont mener les études à bien pour que ça puisse être, on va dire, le plus effectif, le plus efficace, le plus, je dirais même pas optimum, un maximum. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci, j'arrive. Merci. Oui, c'est une question donc, qui s'adresse à Monsieur Bibard. Donc, je me demandais si votre outil pouvait également fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire pour prévenir les épisodes de sécheresse, notamment puisque vous mesurez des débits et vous avez une modélisation associée. Donc, on comprend bien effectivement tout l'intérêt de l'alerte en période de crue pour prévenir les dégâts éventuels liés aux inondations. Mais inversement, en période de sécheresse, il y a aussi des impacts sur les différents usagers, etc. Et est-ce que ça peut fonctionner dans les deux sens, en quelque sorte? Eh bien, ça peut fonctionner dès maintenant, en partie à court terme. Le modèle que j'utilise, il a été surtout conçu pour reproduire le fonctionnement du bassin versant à court terme, dans l'idée de prévenir les crues. Mais il est fiable et il va reproduire de façon assez fiable donc, les débits. Après, si on se projette sur des mois à l'avance, c'est beaucoup plus délicat parce que les prévisions météo sont ce qu'elles sont. Donc à court terme, c'est possible. Et ce que j'aimerais faire aussi, parce que j'ai travaillé un peu sur la gestion des étiages, c'est tant qu'à avoir un outil, tant qu'à avoir des capteurs, tant qu'à avoir des modèles sur le terrain, en créer un second, utiliser les recherches que font déjà les chercheurs là-dessus, et essayer de mettre en place dans cette plateforme une anticipation à plus long terme des sécheresses. Donc pour mieux gérer, ça rejoint tout ce qui avait été dit juste avant, on sait que la ressource, il y a une période de tension. En hiver, on est bon, mais le reste du temps, l'été et surtout l'automne, il y a une sacrée période de tension. Et si on sait l'anticiper et mieux la prévenir, on peut toujours faire des économies, étaler un peu les économies d'eau et étaler un peu ces choses-là, voire donner à tous les acteurs une sorte d'arbitre qui n'est pas partie prenante, qui ne sera pas dans les conflits d'usage et qui sera uniquement un modèle qui va dire voilà, dans ces scénarios, voilà quelle est la solution optimale pour chacun de vous, dans l'intérêt de chacun. Ça, c'est la suite, oui. Vous dévoilez la phase 2. Merci à vous. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? J'arrive tout de suite. Alors, je vous passe pas mon micro. C'est encore une question pour Pierrick. Est-ce que, du coup, la phase 3 peut, en affinant encore plus, permettre de faciliter des études d'impact
des rejets des stations d'épuration industrielles, agricoles et autres. Dans les cours d'eau, bien sûr. Plutôt pour l'aspect qualitatif, alors là. Dans l'absolu, oui, débit et qualitatif. Voilà, donc dilution, rejet, dilution, qu'est-ce qu'on aura en gros modélisé à l'avenir? Quel sera notre QMNA5, notre VCN10, enfin ce qu'on appelle, c'est des termes barbares, mais en gros, c'est quel sera le débit statistique faible. Voilà. Et qu'est-ce que du coup on pourrait rejeter dedans? Oui, oui, c'est une bonne idée. Voilà. C'est parfait, le développement de votre entreprise est assuré, vous avez toutes les idées. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Merci. D'abord, bravo pour que la collectivité prenne en charge cette situation-là en amont, parce que bon, c'est pas rien quand même, financièrement. Mais par contre, ce qui m'interpelle, je me dis, on parle de préventif, le curatif aussi, on sait que ça coûte cher, mais au niveau du routier, on voit que les assurances jouent leur rôle avec le préventif. Là, ça m'interpelle de me dire, mais est-ce que les assurances ne seraient pas complètement concernées? Parce que quand on voit les factures derrière, au-delà des collectivités, les assurances, je pense que moi, je suis un assureur, j'ai tout à y gagner. Alors évidemment, pas qu'un assureur, mais l'ensemble des assurances, je pense qu'il y a tout à y gagner d'être travailler dans le préventif avec vous, non? Oui, en fait, le coût du système de prévention, et ça dépend des bassins forcément, ça dépend des dégâts qu'on pourra éviter. Mais les dégâts qu'on évite en émettant tout simplement des alertes représentent un coût qui est variable entre 20 à 5 fois plus important que le coût de la prévention. Donc le calcul est vite fait. Et effectivement, les assureurs auraient tout à gagner à cela, d'autant qu'ils se rendent bien compte, et ils le savent, hein, les assureurs, les réassureurs savent qu'avec le changement dans lequel on est-ce que le monde de demain sera assurable? C'est une vraie question. Et j'en ai déjà rencontré, et en gros, là, ils sont au courant de la démarche. L'étape suivante, ce sera de montrer que c'est en place, que ça fonctionne déjà, et voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour ces territoires, pour que ce soit gagnant-gagnant pour ces territoires. Et c'est dans leur intérêt aussi, hein, tout à fait. Alors, pour compléter la réponse, justement, dans le montage financier, c'est une réflexion que l'on a eue au niveau des élus. Alors, c'est vrai que c'est délicat au stade de la mise en place, de demander ou d'aller convaincre, en plus déjà qu'il faut convaincre la population et tout le monde, tous les acteurs et tous les usagers. Après, ça pourrait s'envisager sous forme d'un fonds de soutien, d'un fonds de concours, que sais-je, auprès des assureurs, auprès des compagnies, mais pourquoi pas dans la continuité de la démarche, c'est-à-dire dans toute la partie fonctionnement futur, avec l'entretien, etc., et toute la charge de fonctionnement que ça pourrait entraîner par la suite. C'est toujours plus facile à le faire dans une dynamique, c'est plus porteur qu'aujourd'hui, puisque déjà aujourd'hui, moi-même, je suis arrivé à le faire à 99% dans un vote de conseil communautaire, mais il fallait déjà aussi justement que la collectivité, tous les acteurs de la collectivité prennent conscience de l'intérêt de l'enjeu. Voilà. Et il y a un autre enjeu aussi par rapport à l'étillage qu'on parlait tout à l'heure, car même si on parle beaucoup de l'activité économique humaine, il y a aussi l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la préservation des milieux humides, etc. Ça permet également d'avoir c'est une des causes aussi de la disparition des milieux humides, là où il n'y a pas d'impact humain, on va dire, c'est le manque d'eau. C'est tout bête, mais ça fait partie du schéma et ça permettrait peut-être de trouver des solutions alternatives, voire d'améliorer même la longévité de certains milieux humides dans certains secteurs. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, monsieur. Alors, j'arrive. Je vais enjamber par là. Hop. Voilà, nous sommes dans les consignes Covid, on ne touche pas mon micro. Merci. Oui, le système Alerto est très intéressant. Bon, moi, je suis dans le domaine de la spéléologie et au niveau région de Nouvelle-Aquitaine. Et la question qui se pose derrière, c'est données. Parce qu'en fait, les données d'Alerto, est-ce qu'on va pouvoir les utiliser pour connaître les zones amont, les bassins versants plus précisément par rapport à justement ces arrivées d'eau sur les vallées? Je prends l'exemple de la Linde, que je connais bien. Il y a des plateaux karstiques qui sont au-dessus. Et c'est vrai qu'on assiste de plus en plus dans les milieux urbains à l'urbanisation qui rebouche ces fameuses zones de dolines, etc., où l'eau s'infiltrait avant goutte à goutte et qui maintenant utilise des routes, etc., pour descendre vers les vallées. Donc, est-ce que derrière, il y aura une possibilité d'étude pour servir de ces données, pour voir justement qu'est-ce qui contribue à ces arrivées soudaines sur les vallées? Pardon,
Merci. Oui. Alors, est-ce que les données seront accessibles ? Dans l'idée, moi, je souhaiterais, c'est ce qu'on disait au début, l'entreprise, elle fait partie de l'ESS. Je souhaite que ce sera à voir avec chacune des collectivités qui va installer ces systèmes. La donnée leur appartient. Elles peuvent la rendre publique. Il y a une partie donc, des alertes qui seront donc, traitées en direct, mais est-ce que cette donnée sera accessible au grand public ? Je l'espère. C'est ce que je propose. Pas dans la partie complexe téléchargement des données, mais uniquement information en temps réel. Oui, ça oui. A priori, oui. Donc ça permettrait de voir sur les bassins équipés où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va dans les heures qui viennent, est-ce qu'il y a un risque ou pas de pratiquer je ne sais pas quelle activité. Ça oui, a priori oui. Et après, est-ce que ça prend en compte l'évolution du bassin versant, l'évolution par exemple de la bétonisation, donc du fonctionnement hydrologique de chaque bassin? Là aussi, oui, parce que le modèle apprend en continu et qu'il intègre. On intègre toutes ces données régulièrement. On recalibre le modèle régulièrement pour justement tenir compte de l'évolution, parce que c'est vivant, enfin, c'est des territoires vivants, et donc il faut tenir compte des nouveaux aménagements, des nouvelles choses comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle qu'on peut vous rencontrer sur votre stand qui est donc avec Soltena dans la salle juste à côté. On peut vous applaudir. Voilà, merci pour votre participation.